Alors aujourd'hui, on se retrouve avec, je vous laisse vous présenter, Arlette. Arlette Destiller, née Rehman, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz. Ok, donc je vais vous poser quelques petites questions aujourd'hui. Quel âge avez-vous en juillet 1942 ? J'allais avoir 9 ans. 9 ans. Et c'est pour ça que le livre que je viens de terminer s'appelle, donnez-le, comme ça la caméraman peut le voir. J'avais 9 ans lorsqu'ils sont venus m'arrêter. Ouais, si vous voulez, je le montre de plus près. Okay. Oui. Voilà le livre du coup d'Arlette. Voilà. Alors, pouvez-vous nous raconter votre arrivée au Vélodrome d'hiver et votre fuite du camp de Bonne-la-Rolande, si vous plaît. Bonne-la-Rolande. L'arrivée au Vélodrome d'hiver, c'est faut voir toute l'histoire, il faut voir déjà le contexte, comment ça s'est passé, parce que c'est pas uniquement une arrivée banale, c'est pas une arrestation sur convocation, comme il y en a eu 2 avant la rafle du Veldiv, où je faisais partie. Mais c'est vraiment une rafle, c'est pas une arrestation. Ils sont venus à 6h du matin et ils ont frappé à la porte, la police, ma mère a été ouvrir et c'est là qu'ils avaient une liste dans la main en disant « On vient chercher, arrêtez votre mari », alors que mon père avait déjà été arrêté avant ce qu'on appelle l'arrestation du billet vert. Et là, ce n'est pas une rafle, c'est sur convocation qu'il a été arrêté. Il s'est présenté de lui-même pour vérification d'identité et lui, étant en règle, ayant fait la guerre volontaire, engagé volontaire à la déclaration de la guerre. Donc il s'est présenté et c'était un piège puisque c'était une rafle. À partir de là, il n'en est pas sorti. Nous, donc là c'est la police. Après que mon père ait été dirigé sur les camps de Pologne, d'Auschwitz, malheureusement il a fini sa vie, il a été assassiné. Donc 6h du matin, la police arrive et ils disent « On vient arrêter votre mari ». Et là ma maman dit « Mais il a déjà été arrêté, il est parti en destination inconnue, pas où ». Et eux, sans se démonter, ils le savaient très bien. Ils avaient une liste comme tu as là dans la main, en disant « Mais non, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants ». Et c'est là qu'ils nomment ma sœur, Madeleine, moi, Arlette, et ma maman, Marie. Et ils le savaient très bien, parce que cette rafle a été faite, en fait, c'est vrai que les Allemands avaient demandé un quota de Juifs à arrêter, mais les Allemands n'étaient pas prêts à Auschwitz et à Birkenau d'accueillir des enfants. Et cette rafle avait été bien précisée. La rafle doit avoir lieu le 16 juillet, mais avec des personnes au-dessus de 16 ans. Les enfants, on ne devait pas être arrêtés. Et c'est le maréchal Pétain, et on a retrouvé ce papier écrit de sa main, où il a écrit « les enfants aussi ». Donc on a été arrêtés comme les voleurs. Ma mère donc voulait pas se laisser arrêter quand ils ont frappé. Et elle s'est battue avec tout ce qu'elle a trouvé, la vaisselle. Mais on nous a emmenés au Vélodrome d'hiver, que je connaissais pas, parce que peut-être un peu comme il y a maintenant à Paris, un Bercy, où rencontres sportifs, du catch, de la boxe, même des réunions politiques, cyclistes. Mais mes parents n'étaient pas trop sportifs, étaient plutôt musiciens, on allait plutôt à l'opéra. Donc on a été arrêtés, on est arrivé dans ce Vélodrome d'hiver. Vous dire comment c'était dentelle. Il faut apprendre à en faire dedans. Ce Vélodrome d'hiver n'avait pas des portes ouvertes comme ça, c'était des portes coulissantes. On nous a emmenés dans ces autobus qu'on nous a entassés dedans et ils ont déversé des femmes, des bébés, des grabataires, des malades. Ils ont vidé les maternités, les hôpitaux. Ça a été l'horreur totale, vraiment l'horreur totale. Il n'y avait pas d'eau, ils avaient coupé l'eau. Il paraît que, je veux bien le croire, c'était pas... l'hiver avant avait été très rigoureux, donc ils avaient fermé l'eau et ils n'avaient pas jugé utile de le remettre pour les Juifs. Donc quand on est arrivé, bébés, les vieillards, les malades, ça, pas d'eau, pas de toilette, rien à manger, rien n'a été... Et ils ont déversé ça, pire que dans un abat. Ça a été l'horreur totale. Que moi j'ai vu, c'est ce que tu veux savoir, ce que j'ai vu dans le verre, c'est impensable, c'est innommable, parce que les gens étaient complètement déboussolés. Je racontais juste un fait. Je raconte, tu as déjà 16 ans, presque un petit homme. Dans l'immeuble où j'habitais, il y avait 4 familles, on avait tous été arrêtés, les bébés, les enfants et tout le monde, et on s'était regroupés sur, il n'y avait pas des bancs, c'était des marches en béton. Et on est tous regroupés là, et
Et à un moment, moi, je dis à maman, dans le vélodrome, j'ai envie d'aller aux toilettes, je veux faire pipi. Et elle me dit, bah, écoute, avec le petit voisin, Lazare, c'était le garçon de notre voisin, qui était le plus âgé, il devait avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Me prend par la main, elle me dit, écoute, tu vas avec lui, il doit y avoir des toilettes là-haut. Et je prends la main, je monte, il y a ces odeurs, il n'y avait pas d'eau, les toilettes étaient fermées, il n'y avait rien. Moi, je sens d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont vu ou si un jour ils verront la rafle, c'était exactement comme ça, plus l'odeur. Donc quand on a vu, même je me souviens, la première fois ce film La Rafle, j'ai dit à mon mari, sortir du cinéma. Je dis, attends, on est aux Champs-Élysées, il y avait monsieur Jacques Chirac qui était là, quelques survivants comme moi du Vélodrome. Il me dit, mais ça sent pas mauvais. Je ressentais l'odeur et on est monté et il n'y avait pas d'eau. Et on arrive en haut et qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui font leurs besoins, pudis contre le mur, puisqu'il n'y a pas de toilette. D'autres les cachent. Et moi, j'ai 9 ans, je suis petite, il y a des choses que je connais pas. Je connais pas ce que c'est que l'air. Puis je vois ces excréments, l'urine, ça sent mauvais. Les femmes, il n'y avait pas de protection. Il y avait des chiffons rouges. Moi, j'ai 9 ans, je crois qu'on tue tout le monde. Et je me mets à hurler, tire de la tire, comment c'était le Vélodrome. Et ma mère a essayé de m'expliquer en me disant, mais non, pas les gens, plus tard. Et je ne veux pas écouter, je ne veux pas entendre. On vient de me mentir, on vient de me dire en erreur. Pour moi, ça a été l'horreur totale. Je ne savais pas ce que c'était. Voilà ce que c'était le Vélodrome d'hiver. Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu les policiers toquer à la porte de chez vous? Avant de m'emmener, c'est-à-dire que la police frappe, puis puisque maman va ouvrir, les policiers disent on vient chercher votre mari. Et je vois ma mère qui est une femme qui gardait son sang là, qui va se battre. Et c'est-à-dire la réaction, comment te dire, c'est-à-dire que moi je suis avec elle, je tiens sa chemise de nuit, ma soeur dort. Et je vois maman qui va et je la tire par la chemise parce que tu connais pas l'histoire de mon père. Les dernières paroles qu'il a dit, qu'il a été se présenter pour vérification d'identité. Ma mère voulait pas qu'il y ait, on avait déjà été spolié et tout. Et mon père, les dernières paroles qu'il dit, mais moi j'aurais pas vérification d'identité, on est français, les enfants sont français. Et puis dans l'art de Voltaire, de Diderot, de Zola, et c'est là que moi je tire la chemise de lui, je veux pas aller le chercher, le Voltaire, le Zola. Moi je pensais que c'était des amis. À 8-9 ans, on sait pas. Que ressent un enfant de 9 ans dans cette situation? Dans cette situation, c'est que plus français que mon père, il n'y avait pas. D'ailleurs, je vais te montrer, j'ai descendu exprès, parce que je me doutais que tu allais te poser des questions. Voilà, tu vois, ça c'est mon papa. Tu vois, quand il s'est battu, il s'est battu pour la France. Vous voulez montrer à la caméra. Ça, c'est les facsimilés d'arrestation. Et quand il a été interné dans les camps de Pithiviers, côté de Paris, il y avait 3 grands camps d'internement. Pas des camps d'extermination, hein. Il y en avait un seul qui était dans les Vosges, qui était un camp d'extermination en France, et sinon il n'y a eu que des camps d'internement. Donc mon père était dans le camp d'internement de Pithiviers, et je vais te montrer autre chose que tu vas pouvoir photographier. C'est que dans ce camp, il y avait des artisans, couturiers, tout ça, et il y avait des artisans ébénistes. Et mon père a réussi à nous faire parvenir. C'est le seul objet que j'ai, puisque tout a été spolié, a été pris par le gouvernement de Vichy. Là, ce que mon père m'a fait parvenir, il est très précieux. Je m'en suis servi. Tous mes examens, je les ai passés avec. C'est un porte-plume qu'on trempait à ce moment-là dans l'encre avec une pomme de majeur. Il y a ma photo, sa tête, ma tête. Et il y a écrit à ma chère petite Arlette, de ton papa qui t'aime, regarde. Et si tu retournes, souvenir de Pithiviers, 141-42 dans les bars. C'est l'objet le plus cher que j'ai. Il finira au mémorial, quoi. Le mémorial, il a déjà passé aux expositions. Mais voilà, c'est le seul objet que j'ai. Et ça, c'est une pièce rarissime, en bois fin. Et j'ai passé tous mes examens avec. Vous avez réussi vos examens au moins avec? Oui. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ça va être difficile. Ouais, je me doutais que c'est pour ça que je les ai descendus. Bon. Et en principe, je le montre au moment témoignage parce que ça représente mon père qui est, pour lui, l'éducation nationale est très. J'étais une petite fille pas facile. La première chose à laquelle vous avez pensé lorsque vous êtes échappé? Quand ma mère a réussi à nous faire échapper, c'est elle qui nous a jetés du train. Enfin, nous a mis dehors, disant couchez-vous sur les rails, je vous récupérais. Moi, j'ai cru qu'elle allait nous tuer. J'ai pas compris. Heureusement qu'il y avait ma maman, j'avais une confiance aveugle en elle, mais quand elle a ouvert cette porte de train et en disant
couche-toi sur les rails, quand le train va démarrer, je te vous récupérerai après. Je dis, on va se faire tuer. Mais j'avais confiance en elle, mais je me souviens même plus comment j'ai fait. J'ai encore jusqu'à présent une espèce de blocage, de trou noir. C'est ma sœur qui dit, oui, tu l'as fait, et on est rentré à part, sans papier. Et bon. Est-ce que vous avez cherché à retrouver des personnes que vous connaissiez Oui, bien sûr, c'est la première chose qu'on a fait, parce que on n'avait pas de papier, donc maman savait qu'on allait se refaire arrêter. Il y avait des rafles dans les rues, partout, tous les juifs se faisaient arrêter. C'était facile, on avait les toiles jaunes, on avait des tampons juifs sur nos cartes d'alimentation, enfin partout. Il y avait donc, oui, on a retrouvé, c'est-à-dire qu'il y avait, dommage que tu n'écoutes pas tout le témoignage, l'enchaînement, c'est qu'il y avait en France, occupé par le gouvernement de Vichy, des policiers, comme ceux qui nous ont arrêtés, nous, le 16 juillet, mais d'autres policiers qui avaient aussi le même ordre et qui ont prévenu des familles avant le 16 juillet. Cachez-vous, sauvez-vous, on va venir vous arrêter. Et quand on était au Vélodrome d'hiver, ma mère a vu tout de suite que notre petite voisine qui habite en face, d'ailleurs dans le livre, et elle est toujours mon amie jusqu'à présent, qu'elle n'était pas au Vélodrome d'hiver, donc elle ne s'est pas fait arrêter. C'est chez elle qu'on s'est caché en papier. Quand avez-vous réussi à en parler la première fois en public D'abord, on a essayé d'en parler avec des gens après la guerre. On me demandait qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre, où tu étais. On commençait à dire, tout de suite on nous arrêtait. Ah non, 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 on ne veut pas savoir, on pose temps. Nous non plus, on n'a pas mangé du pain blanc. Alors leur dire que toute la famille a été gazée, a été assassinée, personne ne voulait nous entendre, nous écouter. On a commencé à en parler grâce à M. Jacques Chirac. C'est lui qui a fait ça. Vraiment, c'est lui qui a fait ce travail extraordinaire. En une seule déclaration, en reconnaissant la collaboration du gouvernement de Vichy, pas toute la France. C'est pas la France que j'aime, le gouvernement de Vichy, mais j'aime la France. Je suis française. Et on a commencé à en parler quand M. Jacques Chirac a obligé à l'étudier dans les manuels d'histoire. Quand ma fille allait, il y avait 3 lignes sur un manuel d'histoire, sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale. On n'en parlait pas. C'était en fin de manuel, entre les examens, les grèves, les représentations de fin d'année, la Seconde Guerre mondiale, ça passait là. Mais là, il l'a mis obligatoire à l'enseignement. Et le problème a été, c'est que des professeurs d'histoire et de géographie, qui maintenant, eux, sont informés, parce que dans les manuels d'histoire, il y a de quoi dire. Quand le manuel, il est bien fait, certains sont plus ou moins bien faits. Mais à ce moment-là, il n'y a pas... Donc les professeurs d'histoire, moi qui fréquentais l'école, chez qui à la faculté, quand les professeurs sont venus nous trouver, les professeurs d'histoire, en disant, voilà, on a des collègues qui enseignent le français, ils ont appris les mathématiques, ils ont appris. Et nous, on nous demande d'enseigner la Shoah, on ne l'a pas appris. Les professeurs ne le savaient pas. Ils étaient tout jeunes, il n'y avait pas. Et c'est là qu'ils nous ont fait venir. Et c'est à partir de cette époque que nous, on s'est déplacés pour aller parler dans les écoles. Je me souviens, la première on a été, c'était à Laon, en Picardie. Et je suis toujours amie avec ce professeur d'histoire qui est maintenant, je crois, directrice à Versailles. Donc, c'est les enseignants. Et M. Jacques Chirac qui a fait qu'on en a parlé. Parce que sinon, on ne voulait pas ni nous entendre, ni nous écouter. Et c'est quand même 2 choses différentes. C'est oui, dans le déni, oui. Y a-t-il des moments où vous avez regretté d'avoir essayé à témoigner, ou cela était trop lourd à porter? Regretter, jamais. On ne peut pas regretter. C'est lourd à porter, oui, parce que ça ne me laisse pas indifférente, parce que quand je témoigne, j'ai retourné 9 ans. Mais regretter, non. Parce que si, même ma fille ne veut pas, elle dit arrête, si je témoigne pas, il meurt une 2e fois. Dans l'immeuble où j'habitais, et c'est 4 familles, tous avec des enfants. La petite Régine, 3 ans, blonde, aux yeux bleus, Serge, Elsa. Personne n'est revenu. Tout le monde a été assassiné à Auschwitz. Donc si je témoigne pas, il meurt une 2e fois. Oui, je leur dois ça. Donc si je reviens et ça, je vais leur dire, tu crois que je suis là pour toi? Je suis venue pour te voir. Oui aussi, mais surtout pour l'école qui viennent demain, pour les gens que vous connaissez. C'est vous qui êtes là pour moi. C'est pas moi qui suis là pour vous. C'est vous qui êtes là pour moi. Parce que vous êtes la prochaine mémoire. C'est vous ma mémoire. C'est vous la mémoire des disparus. Et j'ai besoin de vous, plus que vous pensez avoir besoin de moi. Moi, je peux faire uniquement un témoignage de grand-mère, d'arrière-grand-mère. Mais vous, et puis on est en voie de disparition, il n'y en a presque plus. Donc,
c'est l'inverse. C'est toi qui es là. Ce que tu fais actuellement, tu fais revivre aussi bien Lazare que Régine, que Serge et que les autres, mes petits voisins. Donc c'est pas moi qui suis pour toi, c'est toi les autres, mes petits voisins. Donc c'est pas moi qui suis pour toi, c'est toi qui es là pour toi. Si vous deviez ne dire qu'un seul mot, ce serait... Vigilance et parler. Vous savez plus parler, et ça je le dis de plus en plus. Ils savent plus parler, ils savent que pianoter. Tout de suite, téléphone et tout ça. Ils sortent du collège, ils se sont vus toute la journée, on les retrouve devant un coca, un fond de teint, enfin je sais pas quoi, un jus de fruits, mais hop, et piano. Mais ils se parlent plus. Actuellement, pourquoi on arrive à être violent? Ils se parlent avec les poings, ils se parlent avec des couteaux, mais la langue française, elle est riche, mais parler, qu'ils sachent parler, discuter, demander, poser des questions. Vous avez raison, vous avez totalement raison, c'est réel. Qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous deviez leur donner un conseil? D'abord d'enlever les télévisions dans les salles à manger. On parle à table, pas de téléphone à table. On parle, on discute. Moi, de mon temps, quand on allait à table, sortir de table, il fallait demander la permission et même de parler à table. Mais tout vous est ouvert, tout vous est donné. Mais discutez, ne soyez pas muets. C'est ça, c'est le message que je voudrais laisser passer. Ne parlez pas avec des points. Celle-ci vous plaît pas, elle est brune, préférez une blonde. Pas grave, discutez le pourquoi, le comment. Il faut parler, ça éviterait la violence. Ils ont oublié de parler, ils ont oublié. Je déteste une chose, vraiment, et ça vraiment je déteste, c'est que lorsque les enfants, par exemple, partent en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des messages par an, un TVB. Mais je déteste ce TVB. Ils savent pas écrire, tout va bien, mais qu'on écrit. On ne sait plus envoyer des cartes postales. On n'envoie plus de cartes postales. On envoie un message. Mais c'est tellement plaisant d'avoir ce bout de papier écrit par un enfant qui est là. Écrivez, parlez. La langue française est riche, elle est belle. C'est ça que je voudrais faire passer à cette nouvelle génération qui a une possibilité, qui a la meilleure éducation qu'il puisse y avoir. L'école publique, l'école laïque, les enseignants, tout est gratuit. C'est extraordinaire. C'est un très beau message, vous avez raison. Voilà. Il y a un autre fait que je vais raconter aussi, marqué, à 9 ans, le port de l'étoile jaune. On croit que c'est rien, mais ça a été pour moi un traumatisme énorme parce qu'il a fallu acheter. On n'avait pas d'argent. On ne travaillait plus, tous les métiers nous étaient interdits. On n'avait plus le droit de rien, en fait. On n'avait plus rien. Et puis, obligé d'acheter cette étoile jaune avec des tickets de vêtements. Enfin bref, d'aller à l'école avec ça. J'ai dit à maman, je ne vais pas à l'école avec. Et je soutiens mon petit but, que je ne vais pas à l'école. Et elle voit que je vais tenir tête parce que je suis quelqu'un de têtu. Et elle a trouvé le biais, comme je le dis aux élèves, ma mère a fait preuve de diplomatie en disant, papa dit qu'il faut être fier d'être français, mais une étoile jaune, mais c'est pas grave, tu auras toujours les récompenses à l'école, puisque j'étais une excellente élève. J'étais une affreuse gamine, mais j'étais une excellente élève. Je me battais toute la journée. Je pensais donc cette étoile jaune, et c'était écrit, il faut qu'elle soit cousue à petits points, qu'un petit doigt d'enfant puisse pas l'arracher, enlever. Bien, donc je vais à l'école, tout se passe bien. Le soir, après l'école, je fais comme tous les jours, je vais chercher pas des patins à roulettes comme vous avez maintenant, des rollers en plastique, avec des roulements à billes qui faisaient un boucan pas possible. Et j'étais contente parce que j'allais me coltiner avec les garçons, faire la course en patin à roulettes. Et j'habitais, ici il n'y a pas, mais à Paris ce sont des squares qu'il y a. Donc j'habitais à 150 mètres du square où tous les jours je jouais avec les garçons. Donc ça s'était bien passé la journée avec cette étoile à l'école. Et là il y a le gardien, il y avait des gardiens qui gardaient toujours les squares pour que les chiens ne rentrent pas faire leur déjection. Parce qu'on avait le droit de se coucher sur les pelouses. Le gardien qui m'arrête, qui me prend par la main et qui me dit « Tu sais lire ?» Je dis « Oui, je sais lire, je vais avoir 9 ans, bien sûr que je sais lire. » Et là, il m'a emmené devant cette horrible pancarte en bois où il y avait écrit « Interdit aux juifs et aux chiens ». Et quand on a 9 ans, crois-moi, c'est horrible, horrible. Alors que je savais, je ne voulais pas la mettre, cette photo. Voilà. Et merci beaucoup pour ce message, cette interview. C'est bien pour les futures générations. Oui, mais oui. Ouais, qu'est-ce que tu comptes en faire de cette... Je compte la publier sur le réseau social YouTube. Ça ne sera pas le premier, enfin bon. Mais j'essaye de passer ce message. Il faut le faire passer. Pour moi, c'est primordial que cette jeunesse apprenne à discuter, apprenne à parler, apprenne à écrire. C'est tellement beau d'apprendre quelque chose. Tu te couches et que tu as appris quelque chose de nouveau. La langue française, moi, la lecture, tout ça, c'est important. C'est pas pour rien, je sais pas si vous l'avez vu, le livre où j'ai mis la dédicace,
Moi, avec un de mes petits-fils, on est très Albert Camus. Bah, regardez la première phrase que j'ai mise, justement, avant les préfaces, puisque Albert Camus n'est pas... Je peux la lire? Ça, les gens vont entendre. La toute première phrase. Oui, tu vois ça. Ok. Ce n'est pas seulement la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. Albert Camus dans L'homme révolté, édition Gallimard. Pour moi, tout est là, voilà. Si je choisirais... Voilà. C'est vrai. J'ai choisi ça et j'ai montré à mon petit-fils, il est très camusien, et il a dit, t'as raison, mamie, c'est pas mal ton truc. Si c'est validé par le petit-fils, c'est que c'est parfait. Bah oui, merci beaucoup. Ça va? Ah bah c'est parfait. Bah voilà. Ah oui, ok. Tu avais ton interview. On enlève? Hein? On enlève? Oui, vous pouvez l'enlever. Oui. Non, c'est pas. Je vais juste Non, faire... ça me fait plaisir d'être avec des jeunes. Tiens, essaye. Ah oui. Je vais l'enlever. Bah oui, merci beaucoup en tout cas d'avoir oui voilà c'est ça, d'avoir pris le temps pour cette interview et aussi pour de témoigner pour les élèves demain, c'est important et voilà. D'ailleurs, comment tu les appelles Bon, vous pouvez les appeler comme ça. les followers? Oui, aussi oui, c'est parfait. Followers. Les abonnés. Oui. Merci aux followers de transmettre. Vous avez du travail, je compte sur vous. Et faites-le bien. Parce que tous les millions de morts assassinés, vous les faites revivre. Grâce à eux, on n'oublie pas. Ils n'ont pas de nom. Moi, mon père, on ne peut pas aller au cimetière. On ne peut pas faire un deuil. On n'a pas. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. On remercie Arlette d'être venue et voilà.